BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Nous sommes donc de retour de quoi je me mail, à la fois sur 01 TV, vous le savez, sur la chaîne YouTube de 01 TV, sur la chaîne 01 TV sur les box, et puis bien sûr sur 0net.com et sur BFM Business le dimanche matin. Nous allons poursuivre ce de quoi je me mêle avec pour cette deuxième partie, un deuxième volet du CES 2021. La semaine dernière, on en parlait avec Dimitri Charitis, on faisait un point sur les nouveautés télé. Et bien cette fois-ci, on va prendre un peu de recul et s'intéresser un peu à l'ambiance et aux nouveautés, à l'innovation qui a été présentée lors de ce CES avec mon invité Olivier Ezrati. Bonjour Olivier. Bonjour François, ça va ? Ça va. Le plaisir de te retrouver chaque année, oui. à peu près à la même période, oui. pour débriefer ce CES. Olivier est un expert en nouvelles technologies, un auteur aussi, et d'habitude, depuis de très nombreuses années, tu nous proposes une espèce de condensé du CES. Enfin, quand je dis condensé, ça fait 300 pages quand même. Ça faisait300 entre 300 pages. et 400 pages, et cette année, j'ai décidé d'arrêter de le faire sous cette forme-là. Mais tu continues, malgré tout. J'ai quand même fait un compte-rendu d'une trentaine de pages sur mon propre site, et même ce compte-rendu-là est assez dense par rapport à ce qui circule. Donc, tout à fait. C'était très apprécié, finalement, d'avoir un résumé de 30 pages. En plus, avec un CES particulier, bien sûr, c'est une première pour ce grand salon. D'habitude, on était tous au CES, donc à Las Vegas. Cette année, tout est en virtuel. Ton sentiment là-dessus, est-ce que ça a été un CES malgré tout ? En fait, c'est un sentiment qui est à la fois partagé, mais qui n'est pas si négatif que ça. On pourrait dire, oui, effectivement, le format digital n'a pas très bien marché sur le fond. Il n'y avait pas de sérendipité, il n'y avait pas de... les rencontres avec les gens qu'on apprécie. On aime bien aller à Las Vegas au début janvier, parce que c'est après la période des fêtes où on voit personne, à part la famille. Donc on voit du monde. Et on voit beaucoup d'innovations, on peut les toucher, on peut les entendre, on peut les voir, notamment les grands écans. Là, il n'y avait pas de tout ça. Les gens, on peut te poser des questions. Voilà. Mais malgré tout, je trouve que cette édition a réussi le pari de la visibilité. Il y a eu suffisamment d'innovations intéressantes présentées par les grandes marques en particulier et quelques startups. Les médias américains, je trouve, qui font donnent un peu le là, ont plutôt bien relayé. Ils ont bien joué le jeu. Alors que ce n'était pas le cas des salons virtuels passés. Le Web Summit, personne n'en a entendu parler. L'IFA, il me semble qu'en septembre, ça n'a pas eu d'écho. Non. Donc finalement, si on regarde le verre à moitié plein, c'est pas si mal que ça. Oui, pour un CES qui a été fait évidemment dans l'urgence, en tout cas avec des outils totalement différents. C'est vrai que tout était en vidéo, avec des webinars, des présentations qui étaient calibrées. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce CES était inspiré par le Covid, parce que forcément, les industriels, les géants de la tech, mais aussi les startups, ont proposé des innovations qu'ils n'auraient sans doute pas proposées si on n'avait pas eu cette pandémie. Et d'ailleurs, dans pas mal de cas de figure, qui étaient des innovations qu'on peut qualifier d'incrémentales, qui étaient des petits ajouts de petites fonctionnalités qu'on va voir, qui permettaient de mieux s'adapter à la vie à la maison. Et finalement, le leitmotiv que j'ai entendu dans plusieurs présentations, c'était que finalement, l'offre devenait une offre pour à la fois vivre sa vie personnelle et travailler chez soi, quels que soient les outils ou les moyens nécessaires. Donc il y a une espèce de recentrage sur le domicile, et à partir de là, tu peux faire plein de choses dans les objets connectés, dans l'informatique, dans les smartphones, dans les capteurs, enfin tout peut y passer, quoi. La robotique même. Voilà. On va parler bien sûr tout à l'heure des produits un peu étonnants, insolites. On parlera aussi automobile, mais on va commencer donc par ces produits qui ont eu un impact totalement différent à cause du Covid. Tu nous as fait une petite sélection. Tout à fait. Qu'est-ce que tu as remarqué donc ? Je crois qu'on peut commencer par les ordinateurs, tout simplement. On passe quand même la journée à faire des Zooms ou visioconférences équivalents. Et les constructeurs de PC se sont rendus compte, alors que les grands utilisateurs comme moi râlaient depuis longtemps, que les caméras n'étaient pas de bonne qualité dans les laptops. Et donc, les grandes marques, je pense Dell, Lenovo, HP, ils ont sorti tout un renouvellement de leur gamme. Alors certes, avec les nouveaux processeurs d'Intel qui sont plus rapides, comme chaque année, mais avec des caméras Full HD, donc haute définition. Alors qu'avant, on n'avait pas. On n'avait même pas ça. Certains PC haut de gamme, on avait ça. C'était très rare. C'est très rare. J'ai cherché, trouver une caméra qui n'était pas 720p, comme on dit, donc une résolution intermédiaire, c'était extrêmement difficile, même pour le Macintosh, même surtout pour les MacBooks. Mac, on sait que la plupart des caméras sur les Mac... C'était pas pire sur les Mac que sur les PC. Mais en gros, ils se contentaient de mettre des caméras basse définition. Et c'était un vrai scandale.
parce que la moindre caméra frontale dans un smartphone Et est de meilleure qualité, même dans un smartphone qui coûte 150 €. Quoi. C'est ça. Donc c'était hallucinant de voir que les constructeurs ne faisaient pas cet effort-là. Bon, ils l'ont fait, ok. Donc toutes les gammes ont été mises à jour, en tout cas par le haut de gamme. Tous les constructeurs Ouais. s'y sont mis. Ouais, Et Apple aussi, à ton avis, va réagir parce qu'Apple est toujours silencieux au CES, ne En présente général, rien. ils font ça un an après les autres Voilà, c'est ça. pour ce genre Mais d'évolution. on peut imaginer que la Ouais. prochaine génération de Mac Normalement, oui. apportera des caméras de meilleure qualité. Normalement, oui. Et ce, d'autant plus que les caméras dans les laptops peuvent être miniaturisées, puisqu'elles reprennent la technologie qu'on a dans les smartphones. Mhm. Donc, c'est les mêmes Oui. technos. Il suffit Il y de a pas prendre de les mêmes raison. composants. Alors, on a vu d'autres innovations quand même aussi, c'est les outils pour la visio. Alors, juste une Voilà. chose concernant le son. Est-ce Oui. qu'il y a eu des innovations aussi concernant le son sur les laptops? Un petit peu. Il y a certains laptops qui ont 4 micros maintenant pour avoir une captation spatiale un Mhm. peu meilleure. Il y a le son côté diffusion avec. Alors, on a du Harman, on a tout un tas de Bose, du Harman qui est intégré dans les laptops pour mieux entendre. Mais enfin, quand on est en visio, il vaut mieux prendre des écouteurs, sinon ça marche pas très bien. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, paradoxalement, la partie audio pour l'émission du son du laptop, elle est plus pour les loisirs que pour le travail. Et c'est plutôt pour la captation que c'est important pour le travail. Donc les deux ont évolué en parallèle. Alors il y a des évolutions intéressantes aussi sur les outils de captation dans des salles de réunion, parce que les entreprises quand même travaillent encore ensemble. Et donc on a maintenant des systèmes de captation. Alors il y en a qui viennent de Logitech, il y en a qui viennent de tout un tas de constructeurs plus ou moins connus, qui captent à 360 degrés, comme celui qu'on peut voir là, mais, sauf pour ceux qui sont à la radio. Voilà, c'est vrai qu'on donc, voit une espèce, on dirait une petite enceinte, ouais, ça une ressemble enceinte connectée un peu longue. Voilà. Ça ressemble à une enceinte à Amazon Alexa, disons, en verticale, et qui contient en fait une caméra 360 degrés qui est en haut, qui va filmer tout le monde, et qui, couplée à des micros directionnels, va être capable de détecter qui parle pour l'afficher correctement. Et dans certains cas, c'est complété par des systèmes qui sont capables de faire le transcript, c'est-à-dire de capter l'audio et de le transformer en texte pour faire le compte-rendu de la réunion. C'est top, ça. Et ça, c'est top. Alors, ça marche pas très bien, parce que capter la voix et la transformer en texte, c'est approximatif, mais c'est très utile. Et ça se branche sur un PC tout simplement. Il y en a qui fonctionnent de manière autonome. D'accord. Mais c'est compatible Teams, c'est compatible Zoom, Alors, Google Meet, tous ces parfois, c'est trucs-là. associé à un logiciel de visio propriétaire. Et dans d'autres cas de figure, ça se connecte à des logiciels de visio du marché. Donc, tu as les deux cas de figure. Tu en as d'autres, c'est des caméras 8K. J'ai trouvé des Et ça systèmes. sert à quoi du 8K là? Le 8K, c'est parce qu'après, tu peux cropper, c'est-à-dire découper un bout D'accord, d'image ouais. dans l'image pour Tu avoir. peux zoomer en fait. Voilà, pour zoomer, etc. Donc, il y a beaucoup de créativité dans ce domaine-là. Là, G5 Create, une sous-marque de je ne sais plus quel pays, probablement chinoise, propose des webcams 4K. Bon, alors le problème des webcams 4K, c'est très sympa, mais si tu branches ça sur Zoom, il va descendre ça en 720p. Mais oui. C'est le truc qu'il faut savoir. Malheureusement, Et puis c'est surtout la taille du tuyau, c'est-à-dire que si on a un upload qui est en ADSL, la 4K, mais c'est pas que la taille du tuyau, hein. parce que moi j'ai de la fibre à la maison, Ouais. et j'ai beau avoir de la fibre, quand j'ai mis en Zoom, il me comprime tout, mon Full HD en 720p. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas. tous les outils de visio ne sont pas prêts à monter en Full HD ou en 4K, c'est ça? Ils pourraient, mais le problème aussi, c'est que La plus bande tu augmentes la passante. résolution, plus tu augmentes la charge dans l'ensemble des tuyaux, et tu augmentes aussi la charge du côté des data centers. Donc quand tu es un fournisseur de services, dont en plus qui est en freemium, dont une partie est gratuite, tu n'as peut-être pas envie de consommer trop de bandes passantes, consommer trop de ressources chez les CDN, comme on dit, les Akamai et compagnie. Donc tu es obligé de faire un peu gaffe à ça. Donc tu as une réduction de la qualité. Ça, c'est un autre exemple, un système waterproof, encore 8K, Tu veux outil faire tes directionnel. réunions dans la piscine, c'est ça? Voilà, il y a des gens qui font aussi ça à l'extérieur. Eh ouais, Il y a des gens qui captent de la vidéo à l'extérieur, qui veulent la diffuser avec des lunettes de réalité augmentée. Ça sert aussi à ça, ce genre de Après, caméra. ces outils peuvent aussi servir pour les youtubeurs, puisque ça filme en Tout à 4K fait. ou en Tout à 8K. Là, sur Ouais. YouTube, on peut monter à des résolutions plus élevées. Mais là, j'aurais tendance à dire que ces caméras pour l'extérieur, elles sont plutôt de l'ère post-Covid, on va dire, parce que Ouais. on sort pas beaucoup en ce Non, moment. ça c'est clair. Et d'ailleurs, c'est un élément intéressant qu'on voyait pas encore trop au CES, mais c'est voir comment les marques se préparent à l'après. Parce qu'il est clair qu'on va en sortir de cette pandémie. On ne sait pas trop quand exactement, mais on va en sortir. Or, le business d'après, il sera encore plus important que le business d'aujourd'hui, parce que le business d'aujourd'hui est temporel, il dure 1 an et demi. Alors certes, les entreprises vont continuer à faire du télétravail, les gens vont s'habituer à ça. Enfin, les gens, ils aiment bien aller dehors, ils aiment bien parler avec des vrais gens. Donc, on va revenir à des outils plus traditionnels qui vont s'améliorer pour les usages d'avant, en fait. Et on le sentait, il y avait un frémissement de ce post-Covid lors Je de l'ai pas ce vu. CES. Je ne l'ai pas vu, mais peut-être que Ça je va vois pas pas tout. tarder à arriver. Je ne l'ai pas vu, si, dans les transports. Les transports électriques, les vélos électriques, il y en avait quelques-uns qui étaient présentés. On parlera d'automobile tout à l'heure Il y d'ailleurs. a pas mal d'autres gadgets qu'il faut évoquer sur le Covid. Oui, alors on va en Il n'y a pas parler. que les PC. Là, on a fini les PC. On a fini les PC, voilà, les donc, caméras, oui. Ce qu'il faut retenir, c'est que, voilà, étant donné qu'on fait
plein de réunions en visio, la caméra s'améliore, les micros s'améliorent, etc. Et la puissance des PC aussi. Hein. Il faut voir si le prix s'améliore aussi. C'est pas forcément le cas. En général, mais bon. Oui, ça c'est clair. Et donc, pour rester dans le Covid, et durant ce CES, on a vu pas mal de robots aussi, désinfectants, des choses incroyables, assez spectaculaires. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça fait partie aussi de la gamme des innovations incrémentales ou de repositionnement de produits existants. Tu te rappelles de ces robots avec des tablettes qui circulent dans les allées, qui servent à faire du renseignement pour les passagers dans un aéroport ou les clients dans un centre commercial. Eh bien, ils ont remplacé la tablette et le support de la tablette par des lampes UV et UVC, alors notamment chez LG qui présentait ça, et une société chinoise qui s'appelle Ubitech qui fait des robots de ce type-là. Et ces UVC qui sont en fait à base de néon, qu'on appelle des lampes à Excimer, eh bien, ils sont capables de désinfecter, y compris au niveau du Covid, des lieux publics. Alors ça peut être une salle de classe, une salle de chirurgie en hôpital, ça peut être un magasin, ça peut être chez soi. Alors chez soi, c'est peut-être pas évident parce que ce genre de robot ne doit pas être donné, mais en tout cas, c'est vraiment à la fois très pratique, très utile, et c'est pas du pipeau d'un point de vue technique. Mais alors, comment ça marche, Olivier ? C'est-à-dire que en fait, ces rayons UV B, c'est ça ? Non, quoi ? C. C, UVC, oui. se propagent en fait dans la pièce et tuent les micro-organismes. Ils tuent un certain nombre de micro-organismes, dont le virus du Covid. D'accord. Ah oui, si vous êtes avec nous en vidéo, on comprend bien là. Voilà. C'est prouvé par des études. Par contre, il faut vraiment que la lampe émette dans l'UVC. Alors, les ultraviolets, on sait que c'est la lumière non visible qui est après le bleu dans le spectre électromagnétique. Et il y a l'UVA, qui est le plus proche du bleu, puis l'UVB, qui sont les rayons qui servent à bronzer en général. Hein. Ouais. Et puis après, il y a l'UVC. Et l'UVC, il est à très haute énergie, parce qu'il est plus loin, proche des rayons X. Et donc, il faut des lampes plus puissantes pour faire ça. Et on ne sait pas le faire avec des LED, par exemple, aujourd'hui, ça. On est obligé de faire appel à des néons qui ressemblent à ça. Il y a des gens que je connais d'ailleurs, qui sont à Grenoble, entre autres, qui travaillent sur des LED qui permettraient d'émettre des UVC, mais ce n'est pas encore au point. On ne sait pas le faire, notamment avec un bon rendement énergétique. Parce que l'idéal à terme, alors espérons qu'on sorte vite de cette pandémie et qu'on n'en ait plus d'autres avant quelques années, ça serait peut-être de remplacer toutes nos ampoules par un système un peu... pourquoi pas, mais qui ferait les deux, c'est-à-dire qui nous procurerait de la lumière et qui en plus pourrait être envoyé des UVC. Oui, mais on n'a pas forcément envie d'envoyer les UVC quand les gens sont là. Donc, c'est ça le problème. J'en suis pas certain d'ailleurs, mais il faudrait vérifier. Mais il me semble qu'on le fait quand les gens sont pas là. Est-ce que ça a un impact sur la peau, par exemple, ou sur le... Je crois pas, mais il vaut mieux éviter que les gens soient là, il me semble, parce que c'est des rayons assez énergisants. Donc on évite en général les rayons énergisants. En tout cas, dans toutes les images qu'on voit quand on voit des démonstrations, c'est souvent fait dans des pièces qui sont... Oui, dans des pièces qui sont vides, d'accord. Par contre, il y a d'autres solutions dites Covid qui étaient présentées au salon, c'était tout ce qui était lié au masque. Donc le masque chirurgical bleu qui nous embête depuis longtemps, il évolue pas mal. Tu as des masques maintenant qui contiennent des micros. Il y en a d'autres qui contiennent des filtres. Des micros pour réamplifier ce qu'on dit ? C'est quand même mieux d'avoir un micro dans le masque qui t'écoute directement qu'un micro qui est à l'extérieur du masque avec ton son qui est atténué. D'accord. Donc c'est bête. T'en as qui intègrent même l'écouteur. Donc tu mets sur les oreilles, tu as les écouteurs. C'est un masque casque Bluetooth, en fait. Voilà, exactement. Alors t'en as d'autres qui contiennent carrément un ventilateur. Et j'en ai même trouvé qui était transparent. Alors comment tu fais un masque transparent ? Tu mets un ventilateur sur le côté qui va faire circuler l'air pour que tu puisses quand même respirer. Et le reste est transparent. J'en ai même vu qui étaient des casques, quasiment des casques de montagne, enfin des casques qui couvraient toute la tête, entièrement transparents, avec des filtres sur le bas. Bon, c'est un peu exagéré, là, évidemment. Mais il y a beaucoup de créativité, je trouve, surtout venant d'Asie. Hein, les Chinois, les Coréens. Il y a notamment une start-up française qui a mis au point un masque, je ne sais pas si tu en as entendu parler, qui ressemble à celui que vous êtes en train de voir. C'est la société X-Rapid qui propose un masque. Je crois que c'est un masque qui contient... Alors là, il n'y a pas de ventilateur, c'est une espèce de VMC à l'intérieur. Donc, en fait, il y a des obturations qui permettent à l'air de circuler. Et ça serait très efficace. Alors, évidemment, quand on met ça, on a l'impression d'être Dark Vador, hein, forcément. Tu as un autre appendice qui a été inventé, c'est de rajouter des capteurs de qualité de l'air aussi. Parce que quand tu mets des filtres, tu peux mettre des capteurs type objet connecté qui sont capables d'évaluer la qualité de l'air. Donc ça permet de te prévenir quand il faut changer le filtre, par exemple. C'est dingue. Donc voilà, c'est de la technologie. Alors, il est clair que ces produits-là vont pas forcément avoir une diffusion massive comme le masque chirurgical de base, mais un certain nombre d'utilisateurs, notamment dans les villes très polluées ou dans les villes où il y a beaucoup de circulation, beaucoup de transports en commun, ça va peut-être générer un usage. Oui. On verra. Oui, peut-être, mais sans doute. En tout cas, c'est sûr, il y aura un avant et après Covid concernant les masques. Ça, c'est certain. Oui, mais c'est trompeur. Il faut savoir qu'en Asie,
le port du masque est courant depuis très longtemps. Oui, Ils ont eu d'autres pandémies avant, ils ont eu le SARS, etc., il y a quelques années. Donc en fait, tu vas au Japon, tu vas en Chine, qui est d'ailleurs très pollué par ailleurs, tu vas en Corée, les gens ont l'habitude de porter des masques. Mais la plupart des touristes asiatiques, quand il y en aura, on les voit, même ici en France, ils ont leur masque. Donc le post-Covid continuera à donner lieu au port du masque en Asie. Ça va probablement se réduire en Europe, on va revenir à la normale, mais en Asie, ça restera un marché important. D'où l'intérêt d'avoir des innovations qui traversent le Covid et qui lui survivent en fait. Bon, alors tu portes pas de lunettes, mais c'est vrai que quand on a des lunettes et avoir un masque... Ah oui, tu as des lunettes. J'ai des lunettes quand même. Mais tu les portes pas tout le temps aussi ? Pour lire, voilà, c'est ça. Mais alors moi qui porte des lunettes tout le temps, le gars qui trouve la belle innovation parfaite, pas bullshit, qui permet d'enlever la buée, ça serait vraiment top. Il faut mettre un petit ventilateur. Non, il faut souffler vers le bas, comme ça. C'est pas évident. C'est pas évident. Ça, on est bon pour les robots anti-Covid. Après, il y a des robots aussi qui désinfectent le sol, qui envoient des produits. Enfin, j'ai vu des. Alors, il y a un robot qui vide de la vaisselle aussi, et qui le remplit chez Samsung. Oui, on a vu ça aussi. Mais bon, ça, c'est un gadget. Ça marchera jamais. Voilà. Enfin, au sens, c'est un truc pour des démos, mais c'est pas fait pour être commercialisé. Samsung, ils sont très forts tous les ans. Oui. Tu te rappelles, tous les ans, ils nous présentent quelque chose qui a l'air extraordinaire, mais qui est jamais présent l'année suivante. Et qui fait le buzz, tout le monde en parle. Tu te rappelles de Bolly, la petite balle, robot, disparu. Néon, les avatars 3D, enfin les avatars en grandeur réelle, disparu. Et pourtant, ça avait fait l'événement l'année dernière. Hein. Tous les ans, il y a un phénomène comme ça. Mais ça fait partie du charme du CES. C'est le charme de voir des tests. En fait, c'est des ballons d'essai. Tout à fait. Le CES, c'est le laboratoire de la visibilité de ballons d'essai. En fait, c'est que les grands constructeurs montrent des choses, ils disent tiens, bon, est-ce que les médias vont en parler ? Est-ce qu'il y aura est-ce qu'il y a une appétence sur ce sujet ? Est-ce que les gens sont prêts à payer ? Ça me fait un peu penser aussi, tu sais, au salon de l'auto et aux prototypes que font les constructeurs. Ils proposent des véhicules. On va voir un peu comment ça réagit. Pour l'instant, on dit que ça n'existe pas. Et puis, s'il y a un bon retour, on va peut-être travailler à l'élaboration d'un véhicule qui ressemblera à ça. C'est du marketing, en fait. Mais bien sûr. Marketing, c'est presque un focus groupe géant, en fait. Mais ça, c'est compliqué de le faire en virtuel, tu vois, par exemple. Cette année, c'était moins bon. C'était moins bon. Tu peux quand même mesurer l'écho dans les réseaux sociaux. Il y a des outils. Il y a une société française qui a fait tout un bilan du CES pour voir quels étaient les sujets qui émergeaient, les marques qui émergeaient. Et ça peut se mesurer quand même. Les smartphones, avec... alors bon, c'est pas le moment du smartphone, le CES de Las Vegas. Détrompe-toi. En théorie, il y a le Mobile World Congress qui arrive. Oui, mais comme il est annulé, il est déplacé au mois de juin, ça l'a été. C'est ça. Samsung a quand même annoncé son Galaxy S21. Alors d'habitude, ils le font en février ou mars. Donc finalement, il y a eu un retour en janvier des annonces qui était souvent un décalage alors qu'elles étaient plus tard. Tous les Chinois ont annoncé de nouveaux modèles. Et alors le phénomène de cette année, c'est clairement la démocratisation de la 5G. Et d'ailleurs, ça vient d'annonces qui sont antérieures au salon, qui sont les annonces de Qualcomm, notamment une médiathèque, qui sont les fournisseurs du chipset, c'est le processeur du smartphone, qui est de plus en plus puissant, qui gère notamment l'intelligence artificielle avec plus de puissance de calcul et qui intègre maintenant le modem 5G. Et ce qui est phénoménal, c'est de voir que, par exemple, chez Qualcomm, qui est un des leaders mondiaux du domaine, eh bien, ils ont intégré la 5G dans des chipsets d'entrée de gamme. Il y en a un qui s'appelle le 480, je crois, qui a été annoncé pendant le CES. Il va se retrouver dans des téléphones à moins de 250 € dans l'année. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant 2021, et d'ailleurs, y compris les annonces du CES, tous les nouveaux smartphones qui vont arriver, y compris moins de 250 €, vont être 5G. Et ça va faire une traînée de poudre dans l'adoption de l'utilisateur qui, à la limite, ne se posera même pas de questions. Quand tu vas dans un magasin en France, tu as aujourd'hui la moitié du linéaire qui est déjà en 5G. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans 4-5 mois, tu auras 80% du linéaire en 5G. Avec la locomotive Apple, qui... et Apple qui s'y est mis, heureusement, un peu tardivement d'ailleurs, après Samsung, Huawei, etc. Ouais, c'est clair. Et tu as évidemment des évolutions sur la photo qui s'améliorent de plus en plus. Les caméras qui sont de plus en plus nombreuses, meilleure résolution, meilleure qualité d'image, notamment en basse lumière. Ouais. Toute la data, toute l'intelligence derrière le traitement de la photo aussi qui évolue. Alors moi, d'ailleurs, personnellement, c'est mon premier facteur de renouvellement de smartphone. C'est la photo. C'est la photo. Je suis photographe, pareil. Mais oui, bien sûr. Mais c'est intéressant. Tu as quoi comme téléphone perso ? On a le droit de le dire. Mais bien sûr, tu dis ce que tu veux. J'ai un 12 Max Pro récent. Voilà, avec une coque et une tuerie, parce que c'est une coque, tu peux protéger protéger la lentille qui peut s'abîmer. Donc voilà, il y a un petit anneau pour le porter, pour les selfies. Le gadget d'Olivier. Voilà, c'est l'inspecteur gadget un peu. La Olivier. révélation. Alors après, il y a eu donc la 5G évidemment, mais aussi des form factors intéressants en matière de smartphone, notamment chez LG qui a présenté un prototype de téléphone qui se déroule. Tout à fait. Et moi, je trouve ça formidable. Autant le pliant, ça me fait pas rêver. Enfin, c'est beau, mais je vois pas trop l'utilité. Alors que l'idée d'un smartphone qui se déroule, je trouve que c'est pertinent.
Alors, il y avait une autre marque, j'ai oublié laquelle, alors c'est pas Lenovo qui présentait ça aussi? C'est Oppo. Oppo a Oppo, présenté, voilà, c'est Oppo. En et fait, TCL aussi. c'est très intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est que d'abord, c'est fascinant d'avoir un écran qui s'enroule. Et la deuxième, c'est que ça prend moins de place. Parce qu'en fait, tous ces écrans qui sont pliables, qui ont été présentés l'année dernière, et même il y a 2 ans avec Royal, Samsung, qui avait oui, présenté ses premiers modèles, bien sûr. quand tu plies un téléphone en deux, il fait une double épaisseur. Alors, tu remplaces la longueur par l'épaisseur. Dans une poche, c'est pas toujours pratique d'avoir un truc plus épais. Et là, tu perds pas forcément en épaisseur. Parce que l'enroulement occupe moins de place. Donc c'est séduisant. Par contre, je demande à voir la solidité physique. Parce que je ne suis pas sûr de ça. Pour l'instant, on voit des prototypes. Je voudrais vraiment le voir. Alors que bon, on a pu tester les clapets chez pas mal de marques, notamment chez Samsung, qui a le Fold. Il s'appelle comment le Fold. Le Fold, qui se plie qui est un clapet, qui se plie comme ça, qui se plie ça, c'est le Z Flip. verticalement. Le Z Flip, le vertical, c'est Z Flip, et le Fold, c'est l'horizontal. Qui est plus grand, qui est beaucoup plus grand. Alors eux, ils ont l'air d'être assez solides. Ils ont amélioré la qualité de l'écran. Ils ont mis une couche de verre pour qu'il soit un peu plus solide et qu'il ne se raye pas et qu'il ne se casse pas. Et là, on a des protos. On va attendre un an. Oui, c'est clair. En fait, moi, je suis un peu sceptique sur ces formats-là parce que j'ai l'impression que ça crée une telle diversité de formats d'écran que ça va perturber les développeurs d'applications. Ils vont être obligés de supporter tout un tas de formats différents. Il y a aussi le LG en T, qui a un écran horizontal qui est au-dessus d'un écran carré. Voilà, bon. Donc, voilà, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils avaient un peu fumé, les ingénieurs, avant, non? Ouais, ils ont besoin de fumer parce qu'ils cherchent des sources de croissance, ils ont besoin de pousser les gens à renouveler leur téléphone. Voilà, bon. Mais je pense que le bon téléphone, 6 pouces et quelques... traditionnel. Ça va continuer. Ouais, c'est clair. Bon, on verra. Moi, je trouve que l'enroulable, ça peut être... C'est vraiment une idée séduisante, on verra bien. Allez, il nous reste 5 minutes pour parler de l'automobile. Oui. Historiquement, depuis pas mal d'années, le CES est le salon où les constructeurs auto aiment se présenter. Et cette année, ça a été encore le cas? Oui, mais à distance. Donc, mais à distance. Avec de jolies vidéos, de jolies démonstrations. Mais il y a quand même eu pas mal de choses intéressantes. La présentation qui m'a le plus marqué, c'est celle de General Motors, qui est quand même une vieille entreprise. On ne peut pas dire que c'est le Apple de l'automobile, quoi. C'est pas Tesla. Pourtant, ils ont montré des choses qui étaient pas mal. Alors, ils ont montré qu'ils électrifiaient leur Hummer. Ils avaient annoncé ça pendant l'année 2020. Alors, on va se dire, bon, c'est pas très green, un Hummer électrique, mais bon, c'est quand même électrique. Et en fait, leur Hummer, comme l'ensemble de leur future gamme électrique, vont s'appuyer sur une nouvelle technologie de batterie qui a l'air intéressante. C'est pas la seule innovation dans les batteries, mais c'est une batterie qui remplace le cobalt par de l'aluminium. Et il se trouve que le cobalt, c'est une ressource rare et polluante, et l'aluminium l'est un peu moins. Et donc, ça permet d'alléger les batteries, ça permet aussi de les rendre plus compactes. Et au lieu de mettre des batteries dans des cylindres, qui est la technique classique aujourd'hui, ils la mettent à plat. Résultat, il y a une meilleure occupation du volume, et ça permet d'avoir une meilleure densité énergétique des batteries. Donc, des batteries toutes plates mises côte à côte. Chouette. Et à la fin, ça t'augmente de 40 à 60% ton autonomie de véhicule. Et donc, ils ont annoncé que leurs véhicules électriques, quelle que soit la gamme, dépasserait, il irait entre 500 et 900 km d'autonomie. C'est quand même sympa. Oui. Moi, 900 km, ça commence vraiment à être Paris-Nice, bien. mon repère, pour voir si on peut faire Paris-Nice ou Paris-Perpignan en voiture. Bon, après 900 km, il faut voir dans quelles conditions. À mon avis, tu fais pas 900 km à 130 km/h sur autoroute. Pas en vrai. Mais là, on sent que dans on va dire l'autonomie des batteries, la capacité, là, on va avoir une rupture. Elle est presque là. Quand on voit qu'on a Nawa Technologies, qui est une boîte qui est à Aix, qui est en train de, qui est très prometteur dans ce domaine-là, on se dit qu'on va avoir dans les années qui viennent encore une rupture, non, dans J'aurais le tendance stockage. à dire qu'on espère des ruptures, mais pour avoir étudié la question l'année dernière, pour le rapport du CES 2020, je me suis rendu compte que le progrès était quand même plutôt lent parce que la chimie, c'est compliqué. C'est très difficile d'optimiser une batterie. J'ai eu l'occasion d'ailleurs cet été de visiter un des laboratoires dans le domaine qui est le laboratoire du Liten, qui est une branche du CEA à Grenoble. Et je me suis rendu compte à quel point c'était compliqué d'optimiser les matériaux, d'optimiser notamment la manière dont les ions lithium sont captés par les cathodes. C'est très compliqué. D'ailleurs, l'IA et l'informatique quantique jouent un rôle pour optimiser les batteries comme outil de travail pour trouver des combinaisons de matériaux. Mais on est plutôt dans l'innovation incrémentale encore. Mais je me dis qu'il y a tellement d'argent derrière et que, en fait, celui qui arrivera et qui révolutionnera en fait le stockage, il y aura un tel jackpot pour lui qu'à mon avis, il doit avoir beaucoup d'investissements dans ce domaine. Il y a beaucoup d'investissements, mais contrairement à ce qu'on croit, et d'ailleurs c'est vrai pour l'IA, c'est vrai pour le quantique, elle ne viendra pas d'un seul endroit. Il n'y a pas juste une boîte qui va faire un truc extraordinaire. La recherche, elle est mutualisée. Il y a beaucoup de recherches collaboratives, comme dans tous les secteurs d'activité. Il y a plein de bonnes idées un peu partout. Les mêmes idées circulent au même endroit un peu partout. Moi, quand je regarde une recherche qui existe en France, il y a la même aux États-Unis, la même en Allemagne, la même ailleurs, la même en Asie. Donc non, il n'y aura pas une seule boîte qui va révolutionner tout, quoi.
Bon, et les drones alors ? Les drones autonomes ou volants, perso, c'est quoi ? C'est toujours n'importe quoi ? Ou est-ce que petit à petit, on se rapproche de quelque chose qui va vraiment exister ? C'est une grande question. Moi, je fais partie un peu des sceptiques pas forcément sur l'existence des appareils ou même leur capacité à voler. Je suis plus sceptique sur notre capacité à les déployer réellement. Parce que c'est compliqué d'un point de vue pratique. Ce que j'en vois, c'est que tous ces projets-là, à l'instar de celui de Cadillac, qui était présenté pendant le salon, c'est des projets de transport de luxe, en fait. C'est pas du transport pour tout le monde. C'est des transports dont le coût énergétique par passager est très élevé. Ça prend de la place. Il faut une station d'accueil, un point de départ, un point d'arrivée. Ça prend du volume, ça prend de la place, ça prend de la place dans les airs. Et la place dans les airs, elle n'est pas infinie. Donc Cadillac, si tu veux, qui présente un véhicule à une place et 4 hélices, ça tient pas la route. C'est pour faire le buzz, on est d'accord ? Alors, moi, je peux te décrire le modèle économique de ce genre de truc. Le modèle économique, c'est le modèle économique des agences de design qui sont derrière, qui font des propals, et qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui ne sont jamais construits. Ouais, c'est ça. Alors, de temps en temps, c'est construit. Lilium, par exemple, une société allemande qui a été créée il y a plusieurs années, elle a été financée à hauteur de plus de 100 millions de dollars, et elle travaille, elle a déjà un proto, il va être testé bientôt avec des passagers. Voilà. Alors, il y a effectivement tous les ans au CES des démonstrations ou des présentations statiques, c'est-à-dire d'appareils au sol qui ne volent pas, d'appareils très très grands, à 6 ou 8 hélices, comme ceux de Bell Hélicoptère ou ceux de Hyundai l'année dernière. Et ils étaient présentés en partenariat avec Uber. Et tu sais ce qui s'est passé ? Uber a rétro-pédalé. Uber a décidé d'arrêter, et d'arrêter complètement ce projet-là. Ils ont d'ailleurs aussi arrêté les véhicules autonomes au passage. Et ils ont décidé de revendre cette activité à une société qui s'appelle Joby Aviation, qui est un autre fabricant d'avions électriques. Donc ça sent pas bon, quoi, pour ce genre de projet. Voilà. Bon, alors ça existera sans doute un jour, mais c'est pas pour tout de suite, on va dire. Ouais, alors, toujours pareil, on peut voir le verre à moitié plein. Les travaux dans ce domaine-là, il faut avancer la science dans les batteries, bien sûr. Il faut avancer la science dans les moteurs, il faut avancer la science dans les matériaux, et il y aura probablement des réutilisations de ces technologies-là dans d'autres domaines, même si on n'aura pas le taxi volant pour aller à Roissy le jour où le A1 ou le RER ne marche pas, quoi. Pourtant, il y a de belles initiatives. Je crois qu'il y a une association qui a été montée pour faire des démos pour les JO de 2024. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Alors oui, et avec un consortium avec les plus grands transporteurs français. Exactement. Pour essayer de se servir des JO comme de vitrine technologique sur des nouveaux objets pour se déplacer. Tout à fait. Alors je crois que Aéroport de Paris et la RATP prévoient de tester, avant les JO, entre 2021 et 2022 et quelques, ils prévoient de tester des volocoptères. Et un volocoptère, tu te rappelles peut-être, mais c'était un drone qui était présenté dans un keynote d'Intel il y a au moins 2 ou 3 ans. Et donc, ils avancent. C'est une boîte allemande aussi, je crois, comme Lilium. Et ils avancent. Mais j'ai toujours ce côté un petit peu dubitatif parce que c'est pas du mass transit, comme on dit en américain. Bien sûr, évidemment. C'est pas du mass transit, ça restera élitiste, même si ça marche. Voilà, merci Olivier, merci pour tout ça, c'est passionnant, bien sûr. Voilà la vision d'Olivier Zratic concernant ce CES 2021. Tellement particulier. Espérons que l'année prochaine, on puisse retrouver un semblant de réalité, de physique dans ce CES de Las Vegas. Et 2 des vrais produits. C'est clair. Merci en tout cas d'être venu physiquement dans ce studio pour De quoi je me mêle. Ce De quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis, à la fois sur 01 TV, sur BFM Business. Et on sera là le week-end prochain, bien sûr. Portez-vous bien, à très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.